Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on explore une transcription YouTube assez particulière. Elle raconte un moment qui aurait été charnière, impliquant John Deere, l'automatisation et une réaction politique très forte attribuée à Donald Trump. Oui, la source décrit une annonce assez soudaine. John Deere qui délocaliserait sa production au Mexique. Et l'impact immédiat que ça aurait eu sur Trump. C'est ça, notre objectif, c'est vraiment d'analyser ce récit précis, voir ce qu'il nous dit sur les tensions entre l'industrie classique, la mondialisation, l'innovation et les réponses politiques, quoi. Exactement. On se base sur cette source pour comprendre la dynamique qu'elle dépeint. Alors, commençons par le début, le choc initial tel que raconté. On a cette scène où Trump apprendrait la nouvelle, comme ça, en direct. Le texte parle de son visage qui rougit, de son regard fixé sur un écran, des usines vides, un robot immobile. C'est très visuel comme description. Oui, et il aurait murmuré Pourquoi personne m'a dit ça? Où vont les travailleurs ?» Et puis, paf, il quitte le plateau. C'est une image choc que la source nous donne là. Effectivement. Et cette réaction, un peu brute, elle annonce la suite, selon le texte. Vient ensuite la conférence de presse. Ah oui. Et là, les mots sont durs d'après la transcription. On parle d'accusation de trahison, de mépris des travailleurs américains. Carrément. Et puis la menace. Une taxe de 200% sur les produits John Deere fabriqués hors des États-Unis. Le message rapporté, c'est en gros « vous partez, vous paierez pour revenir ». Très, très protectionniste comme discours. D'accord. Et face à ça, cette offensive politique décrite, quelle est la position de John Deere d'après la source? Ils sont surpris ou... Alors, la transcription suggère une réponse plutôt mesurée, presque attendue, j'ai envie de dire. La décision est présentée comme une nécessité économique. Une nécessité. Oui, une question de survie, quoi, face à un marché mondial hyper compétitif. Les raisons évoquées sont assez classiques. Les coûts de main-d'œuvre, les matériaux, la logistique, tout ça jugé trop cher aux États-Unis. Le texte mentionne même des problèmes logistiques très concrets, genre les ports saturés, les transports imprévisibles. D'accord. Et est-ce que la source met ça en perspective par rapport aux concurrents, par exemple? Oui, c'est un point important du récit. Il est dit que des concurrents comme Kubota, Mahindra, ils avaient déjà délocalisé eux en Asie. Ah, d'accord. Donc l'usine au Mexique, dans cette narration, ça apparaît comme une réponse logique, presque inévitable, avec une baisse des coûts de main-d'œuvre estimée à 70%. 70%. Oui, la source insiste bien, c'était pas une décision prise à la légère. Des mois de discussion en interne, ça dépeint vraiment une logique économique globale. On imagine le choc, quand même. Surtout dans l'Amérique rurale, si attachée à cette marque emblématique, qu'est-ce que la source raconte là-dessus? Exactement. Le texte décrit un vrai sentiment de trahison chez les agriculteurs, les ouvriers. John Deere, c'est plus qu'une marque pour eux. C'est un symbole. Bien sûr. Et ça aurait lancé, toujours d'après la source, des débats très vifs. D'un côté, ceux qui disent « ben oui, la mondialisation c'est comme ça », et de l'autre, ceux qui crient à l'abandon des valeurs américaines. C'est vraiment le portrait d'une fracture, quoi. Une fracture entre l'ancienne Amérique industrielle et la nouvelle économie mondialisée, en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Et puis, au milieu de tout ça, le récit introduit un autre acteur, un concurrent innovant. Oui, c'est un autre élément clé du drame décrit ici. Une petite entreprise, sortie un peu de nulle part d'après le texte, qui propose un tracteur différent. Différent comment? Plus léger, silencieux et surtout intelligent. On parle de système hybride, électrique, de contrôle logiciel adaptatif. C'est-à-dire? Un tracteur capable d'ajuster son fonctionnement tout seul, en temps réel, selon le terrain, la tâche. Une vraie rupture technologique. D'accord, et ça, c'est présenté comme une menace pour John Deere. Comme un défi existentiel, oui. Le texte dépeint John Deere comme un géant peut-être un peu lent à réagir, qui aurait sous-estimé cette vision du futur agricole. Ce qui nous amène à la fin de l'histoire, telle que racontée par cette source. Comment ça se termine? Le récit se conclut sur l'annonce par John Deere de la fermeture de ses usines américaines. C'est acté. Ah oui. Et il y a une description d'une dernière conférence de presse de Trump. Il apparaîtrait troublé, affecté. Sa voix tremblerait même, selon le texte, quand il demande « pourquoi ça ne peut pas être inversé ?» Puis silence. Il quitte la scène sans un mot de plus, laissant tout le monde médusé. L'image finale, c'est celle d'une figure politique forte, mais dépassée par les événements, par ses forces économiques et technologiques. Alors, si on essaye de résumer l'essence de ce récit particulier, qu'est-ce qu'il met en lumière, principalement? Ce que cette transcription dépeint, c'est vraiment un conflit emblématique de notre temps. D'un côté, on a un géant industriel, John Deere,
pris en étau entre la mondialisation, la concurrence féroce et une rupture technologique qui arrive vite. Et de l'autre? De l'autre, une réponse politique très forte, très axée sur le patriotisme économique, mais qui, dans cette narration précise, finit par sembler impuissante. Le texte souligne vraiment la tension, voire la contradiction entre les promesses politiques d'un retour de l'industrie d'avant et les réalités économiques globales qu'il décrit. Et ça nous laisse avec une question pour la route, en se basant uniquement sur ce récit. Face à des transformations économiques, technologiques aussi profondes que celles décrites ici, comment est-ce que des notions comme la loyauté nationale, l'identité industrielle, comment peuvent-elles évoluer? Ou sont-elles condamnées à changer?